merci à vous tous pour votre présence ce matin à notre nouveau webinaire mensuel. Je voudrais faire un petit clin d'œil à Carla, qui nous écoute toujours depuis la Guyane, malgré le décalage horaire. Donc, elle nous rejoint. C'est un programme chargé qui nous attend dans une actualité riche d'événements. Encore dernièrement, avec le décès de Valéry Giscard d'Estaing. Asporta s'efforce maintenant, tous les premiers jeudis de chaque mois, de vous proposer un programme et des intervenants qui font l'actualité. Merci aussi à toute l'équipe d'Asporta pour cette organisation et cette mobilisation. Je transmets maintenant le relais et le flambeau à Albin Mathias, un de nos référents d'Asporta Île-de-France, qui va se charger, lui, de veiller au bon déroulé de notre webinaire du mois de décembre. Voilà, c'est à toi Albin. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à ce second webinaire Asporta, dont le programme va se dérouler aujourd'hui en 4 étapes. Dans un premier temps, une intervention sur le label Terre de Jeux 2024. Dans un second temps, une intervention de nos 3 partenaires sur un sujet qui est particulièrement d'actualité, les outils numériques comme armes anti-Covid, animé par Xavier Courcambec. Nous proposerons ensuite une intervention sur le plan de relance qui se déroulera en 2 temps. Dans un premier temps, avec l'intervention du ministère de l'Économie et des Finances, animée par Marianne Petiot, et dans un second temps, avec l'intervention de la présidente du CIDEL, animée par Patrick Duny. Et pour terminer, la rubrique « Que sait-il et que va-t-il se passer dans les prochains jours ?» Notre rubrique questions-réponses avec l'intervention du ministère des Sports et animée par Jean-Luc Mercadier et Patrick Duny. Donc, je vous demande également, avant de commencer ce webinaire, de bien vouloir couper vos micros pour éviter les bruits parasites. Et je vous rappelle également que vous pouvez poser toutes vos questions par mail à l'adresse asporta.agglomération@orange.fr et que nous vous apporterons une réponse écrite dans les jours à venir. Nous souhaitons éviter autant que possible les questions dans le chat qui sont plus compliquées à compiler et à suivre pendant le webinaire. Je vous propose de passer au 3e point du programme, le plan de relance, animé par Marianne Petiot et Patrick Duny. Marianne, Patrick, c'est à vous. Oui, bonjour à tous. Je tiens tout d'abord à remercier M. Allégret qui est présent aujourd'hui à notre webinaire. Du coup, M. Allégret, vous représentez le ministère de l'Action et des Comptes publics et vous allez pouvoir nous apporter des réponses sur ce plan de relance. Pour introduire et puis pour vous poser quelques questions, aujourd'hui, on est effectivement sur un plan de relance qui est extrêmement dense avec plus d'une vingtaine de dispositifs orientés notamment pour le mouvement sportif. Aussi, afin de nous aider à orienter plus correctement nos structures, est-ce que vous pourriez nous synthétiser un peu les principales mesures à destination du sport professionnel et du sport amateur? Et puis enfin, plusieurs dispositifs sont encore en cours de définition. Si vous avez quelques pistes à nous donner sur les réflexions qui sont en cours, ça peut intéresser tout le monde. On pense au passeport, mais aussi à certains fonds de solidarité qui sont montés auprès notamment des fédérations. Je vous laisse la parole. Merci encore. Très bien, merci. Bonjour à tous, merci pour le temps que vous m'accordez. Alors effectivement, je peux vous proposer une revue rapide d'une compilation un peu des dispositifs préexistants avec 2 points de réflexion sur les dispositifs qui sont en cours, soit de création, enfin ficelés, soit d'ajustement pour tenir compte des évolutions récentes avec la question qui se posera de leur articulation. Donc la présentation que je vous fais n'a pas vocation à être exhaustive, mais vraiment à soulever les points qui me semblent les plus importants et à compiler de façon assez dense tous les dispositifs majeurs pour pouvoir les garder à l'esprit quand on en a besoin et les parcourir le cas échéant. Donc ce que je vous propose, c'est de partager l'écran. Voilà. Alors je ne sais pas si vous voyez mon écran là? Oui, très bien. Voilà. Non, plus maintenant. Voilà, ok, très bien. Donc j'ai classé les différents dispositifs en fonction de leurs principaux bénéficiaires. Donc vous avez des dispositifs qui sont dédiés au sport, vraiment de façon stricto sensu. Et au sein de ces dispositifs qui sont dédiés au sport, on a des dispositifs pour le sport amateur et des dispositifs pour le sport professionnel.
Monsieur Allégret, Donc sur le sport amateur, excusez-moi de vous oui. couper, votre écran est très petit. Alors, est-ce que je ne sais pas si vous pouvez nous mettre en diaporama, peut-être, enfin mettre votre présentation en diaporama? Oui, c'est beau. Ça marche là? Merci, parfait. Alors, sur le sport amateur, vous avez des éléments qui sont plus ou moins avancés, certains qui sont déjà activables, notamment la partie fonds territorial de solidarité. À noter que sur le fonds territorial de solidarité, il y a une partie qui est gérée par le compte asso, et donc directement par l'ANS, dès lors que l'aide à laquelle vous serez éligible dépassera les 1 000 €. Par contre, dès que vous êtes en dessous, il faudra aller sur le site Soutiens ton club pour avoir du financement participatif. Donc inutile de perdre son temps et aller sur le compte asso si jamais on postule à une aide inférieure à 1 000 €. Ensuite, on a au niveau de ce qui est en cours de structuration, le fonds de compensation des pertes de licence qui, lui, est en cours de préparation du côté de l'ANS. Donc là, pour l'instant, on n'a pas d'éléments précis à vous transmettre. De même, pour le passeport, vous pouvez anticiper une structuration qui aboutira courant janvier, puisqu'on a les premières réunions là-dessus de façon très concrète qui auront lieu en janvier. Ce qu'on sait, c'est qu'il sera naturellement concentré sur les publics les plus fragiles. Les publics les plus fragiles, dans ce sens-là, ça veut dire des conditions d'âge, certainement les jeunes, et de ressources. Ensuite, on a une création, alors ça c'est un soutien à la fois financier et humain, de nouveaux services civiques qui seront dédiés au sport, puisqu'on en aura 5 000 dans l'enveloppe de 100 000 qui a été annoncée par le président de la République. Et puis on a des dispositifs qui se rapprochent un peu du service civique avec le dispositif Sésame, pour accompagner les jeunes vers une formation d'éducateurs sportifs ou d'animateurs, avec un soutien financier, qui lui est piloté par la DS et les DRJSCS. Et puis, on a enfin, dans le côté sport amateur, la transformation numérique des fédérations sportives. Là, c'est du côté fédé, et c'est piloté par l'ANS. Il y a un point que je voulais faire important sur le sport amateur, c'est l'enveloppe de transition énergétique des bâtiments et équipements sportifs, puisque j'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup d'auditeurs de la conférence qui étaient dans les collectivités. Et donc, on a une enveloppe qui, à l'échelle de l'État, à l'échelle de l'ensemble de la France, fait 4 milliards d'euros, mais qui est décomposée en sous-enveloppes. Et on a notamment une sous-enveloppe de 950 millions d'euros qui, elle, est décomposée en 650 millions d'euros pour le bloc communal, 300 millions d'euros pour le département, et qui a pour but de financer la transition énergétique des bâtiments, mais aussi, de façon plus large, des équipements sportifs. Donc les bénéficiaires de ces enveloppes-là peuvent cumuler le fonds qu'ils recevront avec une sous-enveloppe de 50 millions d'euros, si je ne me trompe pas, qui, elle, oui, ça, de 50 millions d'euros, qui est dédiée spécifiquement aux fédérations, aux associations sportives, enfin, au domaine du sport, vraiment, pour financer cela. Et cela sera fait, cette fois-ci, par l'ANS. Donc, le pilotage sera fait par l'ANS, l'attribution de crédit sera faite par l'ANS, mais via le respect de critères qui sont propres, qui sont ceux de la DSIL, en fait, qui est la dotation qui est à la main des préfectures, comme vous savez. Et il y a 3 éléments qui permettront de mettre un peu le dossier en haut de la pile. C'est la capacité à mettre en œuvre rapidement le projet, donc à engager la dépense et à la décaisser. C'est naturellement les gains énergétiques du projet et c'est ensuite l'impact économique du projet. Mais je tiens à souligner l'importance dans les dossiers que vous soumettez à étudier votre capacité à décaisser, à le mettre en œuvre de la façon la plus rapide possible, puisque dans le plan de relance, une des considérations majeures est la capacité à abonder le territoire de façon rapide avec les différents investissements. Donc ça, c'est un élément décisionnel important pour quiconque attribuera les dossiers, que ce soit du côté classique, donc des CIL, ou du côté de l'ANS pour la sous-enveloppe de 50 millions d'euros qui, elle, touche principalement le sport. Pour rappel, dans tout cet enjeu de conduite de projet et d'évaluation, où il y a un peu d'ingénierie à faire, n'hésitez pas à solliciter les sous-préfets à la relance qui ont été nommés, si vous êtes dans un département qui en bénéficie, et à défaut, vos sous-préfets d'arrondissement qui peuvent vous accompagner dans cette démarche. Je pense qu'il ne faut pas hésiter, souvent on oublie de le faire. Ensuite, j'aimerais faire un zoom en fait, sur le point sur lequel je travaille plus particulièrement, et qui est en cours de développement, qui est ficelé, hein, mais qui n'est pas encore totalement terminé, ou en tout cas publié. C'est dans le domaine du sport professionnel, le point de la compensation des pertes de recettes de billetterie. Et qui touche des clubs allant du domaine du rugby, du foot, du volley, du handball et du basket, et qui pose un point d'articulation avec le fonds de solidarité. Donc,
on a toute une catégorie, tout un ensemble de catégories de personnes éligibles. La principale étant les associations sportives classiques, et la seconde étant les organisateurs de manifestations, les ligues de façon un peu plus générale. Et donc maintenant, je vais vous présenter le mécanisme, si vous voulez bien. On va en fait compenser la perte de chiffre d'affaires réalisée sur la période de juillet à décembre. Donc ça, c'est la période concernée par la compensation, par rapport au chiffre d'affaires qui a été réalisé sur la moyenne des 3 dernières années. Donc on va garder ce différentiel. Une fois qu'on aura ce différentiel, on part du principe que c'est le manque à gagner. Ce manque à gagner-là, on va le pondérer en fonction de la catégorie à laquelle appartient la structure qui postule. Donc pour les catégories, comme je vous ai mis, 2 à 4, on a une pondération de 15% de cet écart, qui correspondra à ce qui sera versé in fine. Pour la catégorie 1, on a une pondération qui dépend de la taille du budget. Donc la catégorie 1, c'est les associations sportives, donc les clubs de façon plus générale. On va tenir compte de la taille du budget, tout d'abord, suivant qu'on est au-dessus ou en dessous de 50 millions d'euros. Et puis, une fois qu'on aura effectué ce premier critère, on regardera le taux de dépendance à la billetterie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on regarde ce que représentent les ressources de billetterie, de nourriture et de boissons, donc tout ce qui est tickets, nourriture sur les stades, etc., dans le budget de la structure en pourcentage. Ce qui nous donne son taux de dépendance budgétaire à la billetterie. Plus la structure sera dépendante à la billetterie, et je répète, ça inclut nourriture, boisson, plus on aura une compensation en pourcentage qui sera élevée de cet écart. Ce qui fait que la compensation va donc de 15% pour une dépendance, c'est le petit tableau qui est à droite, pour une dépendance inférieure à 3%, à 55% pour une dépendance qui est supérieure à 9% du budget. Donc ça vous permet d'estimer, si vous accompagnez des clubs professionnels, d'estimer la compensation à laquelle ils pourraient être éligibles. De façon très pragmatique, le versement se fait à 70% au moment de l'attribution de l'aide, donc dans le mois qui vient. Puis, on a un correctif qui est fait à la clôture des comptes, ou juste après la clôture des comptes. La clôture des comptes dans le sport arrive souvent en fin juin. Donc, c'est une clôture qui arrive deuxième semestre 2021. Et ça, le versement sera fait par l'ADS, donc des 30% restants en reliquat. Il y a un effort de correction qui sera réalisé sur la base de l'excédent brut d'exploitation, pour éviter les effets de structure de coûts et pour pouvoir notamment tenir compte des autres aides qui auraient été apportées par ailleurs dans la compensation. Donc, de façon extrêmement pragmatique, il faut penser à formuler auprès de la direction des sports et au plus tard le 31 décembre 2020 une demande d'aide à ce titre pour tous les clubs, pour tous les organisateurs de manifestations majeures qui pourraient bénéficier des aides. Et pour avoir la régularisation, donc le versement des 30% restants, après la compte des 70%, il faudra transférer les comptes sociaux à la direction des sports au plus tard le 30 octobre 2021. À noter que l'aide est plafonnée à 5 millions d'euros par bénéficiaire et qu'il y a un enjeu d'inéligibilité si jamais la compensation des chiffres d'affaires fait l'objet d'une autre aide par ailleurs, ce qui pourrait être le cas notamment au titre des fonds de solidarité, ce qu'on verra plus tard. Donc ça, c'était vraiment le point qui est en cours de développement et sur lequel je voulais attirer votre attention pour pouvoir l'anticiper au maximum parce qu'il est relativement complexe à mettre en œuvre et donc il faut s'y préparer. Sur le sport professionnel, on a encore deux autres dispositifs principaux, mais qui sont déjà largement connus, à savoir l'exonération des charges sociales patronales qui est prolongée, qui lui est piloté par l'URSSAF. On a un plafond, cette fois-ci, de 800 000 euros par bénéficiaire, ça c'est dans le cadre du droit de l'Union européenne, et qui est, le cas échéant, imputé par les aides du Fonds de solidarité. Donc les aides du Fonds de solidarité viennent se défalquer des exonérations de charges sociales. Il n'y a pas de cumul. On peut cumuler les deux dispositifs, mais pas le montant total des aides qui sont transmises, puisque celles du Fonds de solidarité viendront s'imputer sur des exonérations. Il y a aussi une éligibilité des clubs professionnels aux prêts participatifs de l'État. Ils ont l'intérêt, au-delà de leur taux, qui est intermédiaire, hein, 3,5%, c'est pas trop mal, mais surtout, ils ont un statut de quasi-fonds propres, ce qui peut sembler paradoxal, et ce qui permet de dégager de la marge de manœuvre et la capacité à emprunter pour les clubs professionnels. Donc ça, c'est pas négligeable. La capacité à emprunter, le délai pour emprunter a été repoussé au 30 juin 2020. Donc voilà pour le timing. Ensuite, étant donné qu'une association sur 3 exerce dans le domaine du sport, on a toutes les aides qui sont ciblées sur le secteur associatif et qui peuvent bénéficier au domaine, en fait. Donc là, on pense naturellement
aux aides à la trésorerie, qui vont être pilotées par France Active et qui représentent 45 000 euros. On a aussi un renforcement des fonds propres, dont on a déjà parlé, qui seront pilotés essentiellement par la Banque du Territoire, qui bénéficiera d'une enveloppe de 40 millions d'euros. On a également une création d'emplois aidés dans le cadre du FONGEP pour un budget de 15 millions d'euros. Le parcours emploi compétences est renforcé. C'est un parcours qui a été développé, si je ne me trompe pas, en 2018 et qui a été largement piloté par les préfectures et par les directs. Donc là, il sera renforcé, ce qui permet de bénéficier de ressources humaines et de former aussi des personnes dans le cadre de leur insertion professionnelle. Et puis, il ne faut pas hésiter aussi à solliciter les autres dispositifs sectoriels, parce que ce n'est pas parce qu'on est dans le sport qu'on est que dans le domaine du sport. On a un nouveau fonds qui a été créé dans le domaine de l'économie sociale et solidaire à hauteur de 30 millions d'euros, auquel toutes les associations peuvent postuler dans la mesure où elles sont dans le domaine de l'économie sociale et solidaire également. On a également tous les dispositifs qui ont trait au tourisme durable et à la transition écologique de façon plus large, et auxquels les associations sportives peuvent postuler. Sur les domaines transversaux pertinents, sur les dispositifs transversaux pertinents, j'aimerais faire un petit zoom sur le fonds de solidarité, qui me semble être un enjeu important. En effet, il est en cours d'ajustement. Donc on a un état du fonds au mois de novembre qui permet en fait de compenser les entreprises pour leur perte de chiffre d'affaires, à hauteur de 50% de cette perte pour toutes les entreprises de moins de 50 salariés, dès lors qu'elles étaient administrativement fermées ou qu'elles ont eu cette perte, de plus de 50% du chiffre d'affaires. Et excusez-moi, mais en fait, cette compensation est de 80% pour la plupart des entreprises concernées, jusqu'à un seuil de 10 000 euros. Donc on avait cet aspect, on a deux dimensions à prendre. C'est le secteur auquel appartient l'entreprise. Donc là, dans le cadre qui nous intéresse, c'est essentiellement le secteur S1. Le secteur S1 bis pour le sport se limite aux paris sportifs. Donc ça, c'est j'imagine, relativement à part. Donc le secteur S1 permettait de compenser jusqu'à 10 000 euros pour les entreprises administrativement fermées et était limité à ce cadre-là. L'idée, là, actuellement, c'est pour le mois de décembre, puisque c'est un dispositif qui est reconduit de façon mensuelle, c'est d'élargir ce dispositif. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore validé, mais c'est la réflexion qui est en cours, pour passer en fait à 20% du chiffre d'affaires de la structure. Et cela, pour les entreprises fermées, donc ça peut toucher les entreprises du sport, mais de façon plus large, pour les entreprises qui ont une perte de chiffre d'affaires allant de 50 à 70%, on va avoir une aide de 15% de ce chiffre d'affaires, donc pas forcément de la perte, mais du chiffre d'affaires. Pour les entreprises ayant perdu 70% du chiffre d'affaires, on va avoir une aide à hauteur de 20% du chiffre d'affaires. Donc c'est-à-dire, on prend le chiffre d'affaires antérieur, comparable, et on met 20% si on a eu une perte de 70% du chiffre d'affaires à l'heure actuelle. De même, si on a une perte de 50 à 70%, on va bénéficier de 15% du chiffre d'affaires. Il faut tenir compte d'un point important, à mon sens, dans ce nouveau dispositif tel qu'il est en cours de création, c'est celui de son seuil, puisqu'il a un seuil de 100 000 euros par entreprise, dans tous les cas. C'est un enjeu dans le cadre européen, dans l'Union européenne. Et ce qui fait que vous avez deux seuils qui peuvent se cumuler, dans les seuils qui sont en cours de développement, c'est celui du fonds de solidarité, et donc qui peuvent interagir, celui du fonds de solidarité et celui en fait de la compensation des pertes de billetterie pour les clubs. L'enjeu est de pouvoir simuler la subvention que vous allez avoir au titre de l'un et de l'autre pour pouvoir faire le bon choix. Typiquement, j'ai regardé ce qui pouvait arriver pour les différents clubs. Ça dépend énormément de la taille du budget et ça dépend énormément de votre taux de dépendance à la billetterie. C'est vraiment les deux éléments qui sont fondamentaux quand vous devez anticiper ces deux choses-là. Plus, il y a un aspect mensuel dont il vient de tenir compte, puisque le fonds de solidarité en question, c'est une application sur le mois de décembre. Alors que le dispositif de compensation de billetterie, c'est une application sur toute la période du deuxième semestre, en réalité. Donc, il faut tenir compte de ces deux périmètres différents. Et si vous regardez, par exemple, pour un gros club comme le PSG, il va très certainement atteindre le seuil maximum du fonds de compensation billetterie, donc atteindre 5 millions d'euros. Il n'aura aucun intérêt à solliciter le fonds de solidarité, puisqu'il ne sera que de 100 000 euros. Et que le fonds de solidarité doit être défalqué du fonds de compensation de billetterie. Donc, ça fait que 5 millions d'euros. Pour lui, il a tout intérêt à choisir le premier dispositif. Maintenant, si on regarde le club, par exemple, de handball de Nantes, étant donné son chiffre d'affaires, étant donné sa dépendance à la billetterie, il a tout
intérêt à solliciter en réalité le dispositif du Fonds de solidarité, puisqu'il va lui permettre de bénéficier d'à peu près 14 ou 15% de subventions supplémentaires par rapport à un choix qui aurait été celui de la compensation des pertes de billetterie. Donc ça, c'est un enjeu relativement important à mon sens, parce qu'il faut faire des petits calculs, regarder tous les critères pour pouvoir postuler au bon dispositif. En sachant que naturellement, il y aura une tendance pour certains bénéficiaires à postuler aux 2 dispositifs, mais naturellement, il va y avoir un aspect déclaratif dans la candidature pour préciser que l'on postule ou postule pas à plusieurs dispositifs, et après une partie contrôle qui devra lieu naturellement à redressement le cas échéant. Donc je vous invite à vraiment anticiper ou anticiper cela, ou à préparer les clubs à anticiper, les clubs pro à anticiper cela, parce que c'est un élément fondamental, donc il faut qu'ils puissent décider où se positionner. Ça, c'est les 2 points que je voulais vraiment appuyer. Ensuite, nous avons tous les dispositifs transversaux pour les entreprises, mais qui peuvent bénéficier aux entreprises du sport, notamment pour les entreprises qui sont fermées dans le domaine du sport, donc activité partielle, exonération de charges sociales, on a déjà dit, prêt garanti pour l'État renforcé, et puis pour les loisirs marchands et de l'événementiel, on a le crédit impôt bailleur qui peut bénéficier aux entreprises du sport, et qui a un point qui devra être précisé, à mon avis courant janvier, c'est son articulation avec le Fonds de solidarité, si ce dernier doit être prolongé, puisqu'il y a un enjeu de double aide. Et puis enfin, au niveau des interlocuteurs que vous pouvez solliciter, n'hésitez pas à vous tourner également vers BPI France. On a vu, il est à certaines aides. BPI France qui passe souvent par un réseau bancaire, en fait, en aval, des banques lambda, et puis qui est soutenu en amont par la Banque européenne d'investissement. On pense du côté public à la Banque des territoires, et aussi, n'hésitez pas à solliciter les régions, dans la mesure où elles ont des dispositifs qui arrivent souvent en doublon, mais aussi en complément de ce qui est fait par l'État et par ses opérateurs. Voilà. Merci beaucoup. Pour la présentation rapide. Merci. Du coup, est-ce que je peux revenir avec vous peut-être sur un point plus spécifique, si ça ne vous dérange pas? Oui. Sur la rénovation, vous en avez parlé, sur la rénovation énergétique des équipements sportifs à 50 millions, pour qu'on soit bien d'accord et que vous puissiez me confirmer si j'ai bien compris et tout ça. Pour moi, il y avait 50 millions sur 2 années, 25 millions en 2021, 25 millions en 2022. C'est ce que vous expliquez, une capacité d'aller très vite sur ce type de dispositif. Mais pour moi, c'était bien réparti sur 2 ans. Et du coup, j'ai bien compris qu'on était sur des dispositifs qui étaient cumulables, oui, notamment avec les DIL. Je ne sais pas si voilà, on est là-dessus. Oui, absolument. Alors, la DSIL, il y a un point, c'est qu'elle est cumulable. C'est cumulable avec la DSIL que si le bénéficiaire est une collectivité territoriale. C'est ça. Donc, si le bénéficiaire, c'est une commune, vous pouvez cumuler la DSIL et cette aide-là, qui en fait va prendre les mêmes critères, mais qui ne sera pas pilotée par le même établissement. La DSIL, c'est géré au niveau de la préfecture, oui, et l'enveloppe des 50 millions divisant 25 et 25, effectivement, sera pilotée par l'ANS. Donc là, vous pouvez le cumuler. Par contre, si vous êtes un club, vous pouvez émarger que sur l'aide des 50 millions, qui est dédiée vraiment au domaine sportif. Vous ne pouvez pas émarger à la DSIL, a priori. Parce qu'il y a un enjeu de cadre législatif qui est très clair par rapport aux bénéficiaires éligibles à la DSIL. Donc ça, c'est un point. Ce cumul peut être fait que du niveau des collectivités territoriales, a priori. Et ce qu'il faut garder à l'esprit, et que je tiens vraiment à souligner encore, c'est à mettre en avant la capacité à délivrer rapidement le projet. C'est fondamental, à mon sens. Ok. Donc, et là-dessus, on est d'accord que c'est des appels à projets nationaux par le biais de l'Agence nationale du sport début 2021 qui devraient sortir. Oui. Okay. Je reviens juste sur une très rapide question. Oui, c'est ça. Ce qui distingue un peu de la DSIL. Je reviens juste sur une autre Ce qui distingue un peu de la DSIL, puisque la DSIL, en général, on envoie les dossiers au fur et à mesure. Oui, c'est ça. Et du coup, on ne doit pas avoir démarré les travaux comme la DSIL quand on dépose la demande sur cette enveloppe spécifique de rénovation énergétique. L'OS Travaux ne doit pas le déposer. Alors, en théorie, oui, si ce n'est que les critères mêmes seront définis par l'ANS, par le conseil d'administration de l'ANS. Donc, il peut éventuellement prévoir des variations. Et puis, je sais que de façon très pragmatique, dans le cadre de la DSIL, il y a eu des aménagements qui ont pu être faits, mais au cas par cas, à la marge de la règle. Ça, on l'a vu. Ok.
Très rapidement, du coup, sur le sport professionnel, vous avez parlé donc de la perte, de la compensation en fait pour les pertes de billetterie. J'avais une question. Si j'ai bien compris, vous avez dit juillet, on prend en compte en fait dans ce dispositif spécifique les pertes de juillet à décembre de l'année 2020. Du coup, Oui. on n'a pas du tout eu la réflexion. Est-ce qu'il y a eu la réflexion d'étendre aussi sur le premier confinement où ils ont été aussi impactés ou pas du tout en fait? Qu'est-ce qui a motivé ce choix d'être que sur la saison 20-21, pardon? C'est un choix d'enveloppe, essentiellement, c'est comment on fait pour tenir dans l'enveloppe qui nous a été allouée par les ministres pour pouvoir la piloter comme il faut. Donc on a défini une période qui permettait de tenir cette enveloppe au mieux. On a un enjeu naturellement de cyclicité de l'activité, de certaines activités, notamment, et ça se pose surtout pour les organisateurs d'événements, parce que pour les clubs, ça se voit un peu moins, mais pour les organisateurs de grands événements qui arrivent une fois, au mieux 2 fois dans l'année, là c'est plus problématique, mais eux peuvent émarger à l'ensemble des autres dispositifs. Hein. Donc c'est un dispositif qui est imparfait, mais étant donné le délai qu'on avait, étant donné la contrainte qu'on avait, qui était une contrainte d'enveloppe, c'est ce qu'on a trouvé mieux pour faire rentrer tout ça dans l'enveloppe. Tout en ayant une répartition la plus juste entre les bénéficiaires. Okay. Merci beaucoup, Monsieur Allégret. Du coup, votre document, il est plus complet. Du coup, enfin, quelque part, il est plus synthétique, mais plus complet que ce qu'on a pu recevoir sur le plan de relance. Donc, voilà. Si vous pourrez nous transmettre ces éléments, parce que je pense qu'on allait beaucoup plus dans le détail, c'est un peu plus clair quand même sur un certain nombre de. Oui, Voilà. Merci encore. Je vous envoie ça par mail. Super, merci beaucoup. Merci à vous. Nous allons enchaîner sur la suite. Nous avons maintenant une intervention de Fabienne Delaire, qui est la présidente du CIDEL. Donc, le CIDEL, c'est le syndicat des délégataires d'équipements de loisirs. Et pour lancer le débat, je vais lui poser une première question et je vais la laisser répondre tranquillement dans sa présentation. Une piscine étant structurellement déficitaire, comment les exploitants évaluent-ils les surcoûts d'exploitation liés à la crise sanitaire? À toi de parler, Fabienne, je te laisse la parole. Donc effectivement, du coup, je vais aller très vite sur la première partie. Bonjour à tous, parce que oui, et vu que nous sommes structurellement déficitaires avec des coûts pour les collectivités territoriales des piscines qui sont très élevés, j'avais également fait un focus sur l'ensemble des aides qui étaient en place actuellement. Donc oui, effectivement, identifier le plan de relance avec ce budget de 50 millions d'euros pour les équipements sportifs où nous, les gestionnaires, mais par origine, nous pouvions être force de proposition. Donc, c'est parfaitement identifié. On a effectivement repéré tout ce qui concerne les aides au niveau du monde sportif amateur, mais justement, je ne vais pas en parler puisque M. Allégret, forcément, l'a fait beaucoup mieux que je ne pourrais le faire. Donc, le sport amateur avec les aides, les supports pour relancer les licences avec le Pass Sport, le soutien aux fédérations et le soutien au monde sportif professionnel avec ce fonds de compensation billetterie. Donc, clairement, par rapport au plan de relance initial, il y a eu ce plan de relance annoncé le 18 novembre par le président de la République, avec pour nous quand même un point embêtant, c'est que parfait pour relancer le monde sportif, mais il faut que les équipements puissent être ouverts. Et dans le cas de nos piscines, les enjeux sont monstrueux en termes de budget. Et là, je vais rebondir, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, sur les 2 points évoqués, parce que c'est super ce qui est fait pour le sport. Et là, notamment, les 2 points évoqués par M. Allégret sur le fonds de solidarité et la compensation des 20% de CA, de chiffre d'affaires, par rapport à 2019, sur des équipements sportifs ou associations, c'est adaptable. Sur les piscines, on n'est pas dans les clous. Donc, le fonds de solidarité à 10 000 € par mois, qui a été augmenté, clairement en piscine, déjà en fluide, eau, gaz, électricité,
on est au-delà, même si en plus on n'est pas éligible à ce jour à ce fonds de solidarité. Et clairement, pareil, on a un souci sur les 20% où il y a un seuil sur les aides et que nous, du moins en privé, nous avons été aidés sur la partie chômage partiel. Donc là, c'est pareil, les dispositifs vont potentiellement évoluer, mais à ce jour, ce n'est pas adapté au monde des piscines. Donc pareil, je vais aller très très vite sur tout ce qu'on a pu faire parce que je pense qu'on était tous ensemble autour de cette table virtuelle à travailler sur les protocoles, à remonter nos incidences de fréquentation et nos incidences de Covid. Nous savons que les piscines ne sont pas des zones de cluster, mais si je reprends ces éléments, c'est parce que nous avons quand même vécu différents types de confinement, de fermeture totale à ce jour des publics dédiés avec des impacts financiers, donc notamment pour les collectivités territoriales qui vont être des enjeux majeurs. Et à ce jour, ce que nous avons tous pu constater, c'est qu'à la réouverture sur l'été, il n'y avait personne dans les piscines. Donc on est sur juillet à des moins 60%. On a un peu amélioré sur août. On avait une rentrée qui était plutôt prometteuse. Et avec les restrictions nationales différentes, à partir d'octobre, on retombe à moins 60%. À ce jour, nous sommes toujours en public dédié, avec encore une petite nouveauté ce matin, amélioration ce matin. Cela dit, donc, là, moi, aujourd'hui, du coup, ce sur quoi je vais insister, c'est qu'il va falloir donner une vision pour maintenir les équipements ouverts et pour que le sport puisse conserver sa place dans notre vision sociétale. Donc, en lien avec tous les sujets qui ont été abordés précédemment, je ne parle pas des jeux, je ne parle pas des… Voilà, on sait que le sport est une activité essentielle en prévention santé. On devrait être porté dans cette sortie de crise. Et pour le coup, il va falloir vraiment lancer un plan spécial pour les équipements sportifs, mais plus particulièrement pour les piscines, pour que les collectivités territoriales aient une vision sur leur budget qu'elles sont en train de faire actuellement. Donc, on remet quelques chiffres sur les piscines, hein, parce que c'est pour… voilà, on sait que le déficit moyen annuel des piscines, c'est 640 000 €. Ça donne une idée de ce qu'il faut engager. Par contre, on représente 2,5 milliards d'euros et 25 millions d'utilisateurs en France. Donc, je pense qu'on a un secteur économique non négligeable. Et on va parler plus particulièrement du privé. Nous, on est à 400 équipements et on a 400 millions de chiffre d'affaires, mais beaucoup en entrée individuelle. À ce jour, nous avons évalué avec l'ensemble des acteurs de la délégation de services publics les impacts des différents confinements et du Covid. Donc, évidemment, ce sont des chiffres qui ont été établis justement sur l'ensemble de nos 400 équipements, puisque selon les différents types d'équipements, qu'ils soient plus ou moins publics, je vais dire, ou plus ou moins en recettes commerciales, et selon l'âge, selon les surfaces, on oscille entre 100 000 € et 600 000 € d'impact sur la période. Donc là, on commence à se rendre compte, effectivement, si on prend une moyenne à 250 000, si on considère que nous, les privés, on a été aidés sur la partie chômage partiel, alors que les régies ne le sont pas, on voit un petit peu l'état du financement qu'il va falloir potentiellement trouver pour que les collectivités territoriales propriétaires de 80% des équipements puissent relancer leurs équipements sportifs dans des bonnes conditions. Donc, voilà, on a entendu, on est toujours dans l'objectif des Jeux, on est dans l'objectif qui a été fixé à l'Agence nationale du sport, effectivement, de créer 3 millions de pratiquants sportifs. Et maintenant, il nous faut trouver des axes pour que ces équipements aient de bonnes conditions de réouverture. Donc, depuis le 18 novembre, plan de relance du sport, à l'occasion du Salon des maires, le président de la République a effectivement rencontré les collectivités territoriales
et potentiellement à aborder le fait qu'il y aurait un mécanisme de compensation pour les collectivités liées aux pertes d'exploitation, un petit peu d'ailleurs dans le cadre de ce qui a été expliqué sur la billetterie du sport professionnel tout à l'heure. Nous avons effectivement, l'ensemble du secteur, remonté les chiffres vers le ministère des Sports sur les impacts des piscines pour qu'ils aient des chiffres tangibles. Et nous demandons effectivement que des dispositions soient prises. Maintenant, on passe plus au ministère de la Cohésion sociale et du ministère de l'Économie pour que ce plan puisse être mis en œuvre. Depuis également, ça a été repris dans le cadre d'un communiqué de presse de l'ensemble du monde sportif qui a été fait le 26 novembre, donc où ces enjeux ont été repris. Et donc, maintenant, avec les collectivités territoriales, on se met autour d'une table pour pouvoir porter ces éléments. Donc, ce fonds spécial, il va être nécessaire via le biais de dotation aux collectivités qui après serviront aux régies ou seront reversés potentiellement aux délégataires. Et puis, on a d'autres axes qui sont également de la communication, puisqu'il y a un plan de communication prévu normalement, mais on voudrait que ce plan de communication soit orienté sur le fait que les piscines soient réouvertes, donc à ce jour prévu au 20 janvier, et sont sécurisées. Parce que tout l'été, on a eu des gens qui nous demandaient si on était ouvert, les gens sont perdus, les gens ont reçu des messages anxiogènes, donc il nous faut une campagne de communication sur les bienfaits du sport et des équipements aquatiques. Et puis, on reparle forcément d'orientation qui pourrait intégrer aider la reprise nous concernant, qui sont les objectifs de TVA réduite, avec concernant le domaine du sport et plus particulièrement des piscines, des axes qui pour nous ne font pas prendre de risque au gouvernement de reconventionnalité, c'est que ça se diffuse vers d'autres secteurs économiques, puisque d'une part, les régies, ce sont les collectivités qui potentiellement prennent les décisions, et en délégation de service public, c'est pareil, nous avons des contrats, donc les collectivités sont toujours décisionnaires dans leur politique tarifaire. Ce qui veut dire que comme on est un service public majeur, puisqu'on apprend à nager aux gens, on permet de sauver des vies, après, le politique peut prendre sa décision sur une relance s'il baisse des tarifs ou si au contraire, ce déficit supplémentaire, ça lui permet d'un petit peu moins le supporter aux contribuables. Voilà un petit peu les axes sur lesquels on travaille. Comme on dit actuellement, on est dans le même bain avec les collectivités et effectivement, on espère trouver des solutions dans les semaines à venir pour nos piscines publiques lors de la réouverture. Très bien, écoute, on te remercie pour cette présentation. J'ai une question supplémentaire. Comment les délégataires vont-ils se réinventer pour continuer à assurer la gestion à risque et péril des centres aquatiques? Est-ce que tu as une notion là-dessus? Sur la partie juridique, on a traité le confinement pour le moment. On a considéré qu'on était toujours à nos risques et périls parce que la période était serrée. Donc forcément, du coup, on est considéré à nos risques et périls puisque c'est notre fonction. La collectivité a une ligne budgétaire pour les délégations de services publics, mais là, on est dans une particularité. Donc, parce que ça se passait sur la durée du contrat. Alors, c'est vrai que plus la période s'allonge avec des conditions d'exploitation modifiées, plus c'est compliqué à appréhender et on ne sait évidemment pas à ce jour comment vont réagir les différents types de publics selon les contraintes que l'on aura. Je n'ai pas repris puisque ça a été largement déployé par les prestataires en termes de contrôle d'accès sur la partie traçabilité. Donc, on ne sait pas non plus comment ça va réagir à ce niveau-là. Donc, juridiquement, pour l'instant, on était dans un schéma de risque et péril qui était maintenu. Cela dit, oui, il va falloir qu'on se réinvente, donc en partenariat avec les collectivités. Mais ce qu'on souhaite avant tout, c'est solutionner ces éléments budgétaires pour ne pas que l'on remette en cause ce qui sont nos piscines d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne dégrade pas le service,
qu'on ne soit pas obligé pour des raisons budgétaires de limiter les horaires ou les activités. Ça, pour nous, ce serait vraiment un retour en arrière. Donc, à ce jour, on veut se réinventer sur des nouvelles activités, sur de la prévention santé, mais surtout pas sur de la dégradation. Donc, si on va sur ces axes-là, on sera à nos risques et périls et on apportera, j'espère, encore un meilleur service aux usagers en sortie de crise. Bien, merci beaucoup. Une dernière question avant qu'on passe à la suite, on a encore un petit peu de temps. Est-ce que tu penses que les collectivités vont modifier les contrats qu'ils peuvent avoir pour les demandes pour les DSP, les appels d'offres de DSP? Est-ce que tu crois que ça va avoir une influence sur les types de contrats proposés? Parce qu'ils ont eu une expérience malheureuse, on va le dire comme ça, cette année, ils ne savent pas trop, et ce n'était pas obligatoirement anticipé dans les contrats actuels. Voilà, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais pour l'instant, on est encore à peu près couvert sur le fait que la période est encore délimitée. Oui, il y a pour l'instant, on a plutôt signé des avenants que modifié les contrats. Il y a quelques collectivités qui ont soit pris des décisions de fermeture, soit effectivement modifié des contrats. Donc, à ce jour, je pense surtout qu'il faut qu'on communique tous énormément ensemble pour trouver des solutions qui soient satisfaisantes pour tout le monde. Donc, on est encore dans ce contexte-là et on travaille dans ce sens-là avec les collectivités territoriales. Donc, oui, en tout cas, voilà, on est force de proposition à ce jour pour les collectivités, pour chiffrer. Donc, je reviens au début pour potentiellement faire des propositions en termes de développement durable et d'économie d'énergie. Et puis, j'espère qu'on va tous en sortir avec des modèles qui vont être satisfaisants pour tout le monde. C'est clair, ce n'est pas une situation facile et on en est tous conscients, malheureusement. Bonjour à toutes et à tous, Pierre-Antoine Basseras pour la direction des sports, accompagné de Sébastien Borel. Je viens juste de vous rejoindre. Bonjour à tous. Oui, bonjour monsieur. Parfait. Bonjour à tous, Thibault Limier également présent pour la direction des sports. D'accord, bonjour messieurs. Donc on enchaîne sur les questions. Voilà, donc on va vous présenter quelques questions donc, qui remontent de nos adhérents en Sporta, qu'on a pu aussi trouver sur les réseaux sociaux. Donc concrètement, ce jour est paru le décret, qui a été le décret de décembre, qui va être modifié. Qu'en est-il des vestiaires collectifs? Sont-ils vraiment ouverts donc, au public prioritaire, vestiaires collectifs? Parce que ça a été source d'interprétation par les préfectures et puis par nos adhérents. Oui, alors tout à fait, comme vous l'aviez pu le voir dans le décret 2020-1310, les vestiaires collectifs étaient fermés, mais le centre interministériel de crise traitait en doctrine via la foire aux questions transmise au préfet que pour les publics prioritaires et notamment les sportifs professionnels et de haut niveau, ces publics-là avaient accès à ces vestiaires. On a enfin réussi à obtenir l'arbitrage. Donc ce matin, il y a une évolution du décret avec le numéro 2020-1505 et qui prévoit du coup spécifiquement que pour notamment les scolaires et tout l'ensemble des publics prioritaires mentionnés au grand 2 de l'article 42 ont accès aux vestiaires collectifs. Dans le respect évidemment des protocoles, à l'exclusion de l'activité extrascolaire. D'accord, merci pour ces précisions. Le 15 décembre, donc les mineurs pourront reprendre leurs activités, ça a été précisé dans le cadre associatif. Mais cette reprise peut être également possible dans le cadre des activités proposées par les collectivités ou les DSP. Pour le prochain décret, il n'est pas envisagé de faire de distinction entre les activités proposées par le monde associatif et le mouvement sportif en général ou par les collectivités ou les DSP. C'est vraiment une approche par public et de ce point de vue-là, la doctrine ne changera visiblement pas.
D'accord, merci beaucoup pour les précisions. Concernant toujours la pratique des mineurs non encadrés, à partir du 15 décembre, sera-t-elle possible, dans le cadre, j'en dirais, libre, dans les patinoires ou les piscines en particulier, en fonction évidemment des règlements intérieurs? Alors, pour répondre à cette question, là, l'objectif, c'est évidemment, dans le cadre de l'assouplissement des règles de déconfinement, c'est qu'au 15 décembre, les mineurs aient effectivement accès aux ERP de type X, aux ERP couverts, sachant qu'on assimile voilà, tout ce qui est établissement où se pratique une activité physique dans un espace clos à un type X. Et à contrario, pour les PA, mais je pense qu'on y reviendra concernant les bassins extérieurs des piscines. Donc oui, le principe de l'accès des mineurs en pratique en ERPX est normalement acquis au 15 décembre et on attend la validation par le futur décret. D'accord, donc je parlais vraiment des activités en accès libre, hein, c'est-à-dire sans encadrement. Hein. Oui, tout à fait. Comme l'évoquait Sébastien, on est vraiment sur une entrée publique et pas activité. C'est-à-dire que dès lors que le public mineur a accès à ces établissements, il peut y avoir accès librement en autonomie ou de manière encadrée, sans distinction. Parfait, d'accord. Dans le cas cette fois des activités pour les mineurs, mais on va parler plus particulièrement des bébés nageurs. On sait bien que la présence des parents est requise. Est-ce que ces parents pourront justement accompagner leurs enfants, puisque ce seront des adultes? Alors, en toute honnêteté, la question s'était déjà posée lors du déconfinement et puis dans les phases de refermeture avant le confinement 2. On prend le point et on le portera devant le CIC pour avoir un élément de réponse. Mais je pense, et Sébastien me corrigera si je me trompe, que de manière pragmatique, on peut penser que l'adulte qui accompagne son bébé majeur dans ce cadre d'activité-là relève de la même cellule de confinement, donc ce serait autorisé, évidemment en respectant la distanciation physique et les protocoles des gestionnaires de piscine pour chaque parent-enfant dans le bassin. D'accord. Merci. Je vais aller encore un petit peu plus loin. Dans le cas de parents-enfants. Excusez-moi. Le parent. Ah ouais. Donc ça, c'est une position qui est pas trop difficile à défendre pour nous, dans la mesure où c'est la même cellule familiale. Et puis, il n'est pas question d'exclure une certaine catégorie de mineurs pratiquants. On ne va pas exclure de la pratique les bébés nageurs. L'idée, c'est quand même que lorsque la pratique ne peut pas se faire sans les parents, que cette activité sportive puisse se faire à partir du moment où elle est ouverte aux mineurs. Si la présence des parents est indispensable, ils les accompagneront. D'accord. Donc concrètement, plus généralement, les accompagnateurs majeurs responsables, donc en fonction des règlements intérieurs, pourraient accompagner dans l'équipement donc les mineurs, même s'ils ont moins de 10 ans, etc. Si c'est totalement indispensable à la pratique, oui. D'accord, ok. Merci pour la réponse très claire. La même cellule familiale, il n'y a pas de… Ouais, je pense que le point qu'évoque Sébastien, c'est vraiment ça qu'il faut poser, c'est le caractère indispensable de sa présence. Sinon, on peut légitimement estimer que c'est pas raisonnable quand il va y avoir des entraînements de clubs mineurs dans des ERP type X, type entraînement de handball, que les gradins soient occupés par l'ensemble des parents. D'accord, bien sûr. Très bien. Ensuite, peut-être une autre question concernant la pratique. Alors, en fait, on nous a posé la question sur notre réseau Asporta, concernant certaines pratiques, comme par exemple la gymnastique. La gymnastique scolaire n'a jamais arrêté, alors que la gymnastique, par exemple, dans la salle, a dû s'arrêter dans le cadre des mineurs. Pourquoi cette distinction, en fait, entre l'activité scolaire et l'activité, après, je veux dire, extrascolaire? Ouais, le raisonnement qui est tenu par la CIC et par le CCS, c'est vraiment d'avoir une unité du groupe classe, en fait, des groupes d'enfants. Et donc, effectivement, lorsqu'on réouvre les activités à l'extérieur, il y a un brassage, un autre
autre brassage qui est réalisé. Et c'est ce brassage qu'il faut bien mesurer avec un assouplissement du confinement. Voilà, c'est ça le raisonnement de fond. C'est pas que l'activité soit foncièrement différente. On est d'accord, elle peut être même la même. C'est la question du groupe de personnes qui participent à la même activité. À partir du moment où on fait de multiples groupes, il y a des risques de propagation du virus. D'accord. Après, on continue Sébastien. Voilà, aujourd'hui, on est sur une libéralisation un peu des mesures et qu'au 15 décembre, les mineurs pourront réintégrer les ERP type X et du coup, notamment les espaces pour procéder à de la gymnastique, pratiquer de la gymnastique. Et dans ce cadre-là, le ministère des Sports s'est inspiré du protocole de l'éducation nationale et pour la reprise de l'éducation physique et sportive et du protocole des ACM qui est publié sur le site internet du ministère chargé des Sports auquel vous avez accès et qui pose voilà, le protocole sanitaire dit renforcé par rapport aux nouvelles recommandations de l'avis du Haut Conseil à la santé publique du 20 octobre et qui exclut toute forme de pratique à contact, avec le respect d'une distanciation physique stricte de 2 mètres. Parce que, en effet, le décret prévoit une distanciation physique de 2 mètres lors de la pratique sportive, sauf lorsque par la nature de l'activité, cela n'est pas possible. Ça, c'était pour permettre la poursuite des entraînements normaux et de l'activité classique des publics prioritaires et notamment des sportifs de haut niveau et des sportifs professionnels. D'accord. Donc, il y a la règle et puis ensuite, il y a le protocole et ses recommandations qui doivent s'appliquer dans le cadre de la pratique extrascolaire, loisirs, voilà, hors ces publics prioritaires. D'accord. On a une question donc, sur le chat de Eve. Eve, est-ce que tu veux poser ta question, s'il te plaît? Oui, bonjour à toutes et à tous. Je voulais savoir si avant le 15 décembre, il était possible d'ouvrir un skatepark pour des mineurs non encadrés, alors que le décret précise bien activité mineure encadrée. On parle d'un skatepark ouvert en plein air? Oui, tout à fait, un type PA. Dans le décret, c'est marqué pour les activités PA, ouvert exclusivement aux activités encadrées pour les mineurs. Et donc là, sur le skatepark, moi, j'ai pas d'encadrant et ça serait donc laisser des mineurs libres. Et je voulais savoir si c'était possible ou pas. Okay. C'est juste un équipement qui pour l'instant est fermé ou il y a un contrôle d'accès de l'équipement? Là, il est actuellement fermé et si je l'ouvre, je n'ai pas de personnel sur place pour contrôler l'accès mineurs, adultes, etc. Donc, je ne sais pas si je peux l'ouvrir et laisser accès aux mineurs alors qu'on n'est pas sur une activité encadrée. À partir du moment où le skatepark il est dans un rayon de 20 km du domicile du mineur en question, et voilà, on est dans la règle des 3 heures 20 km parce que cette règle-là, elle n'est pas réservée aux majeurs, elle est applicable aux majeurs comme aux mineurs. Donc, dans le cas qu'on décrit, là, je pense qu'il n'y a pas de difficulté. Ok, merci beaucoup. Mais ce serait vrai d'ailleurs pour n'importe quel ERP de type PA, qu'on est en train de dire là, en libre accès. Oui, donc une piste d'athlée pour des mineurs en libre accès, c'est même pratique. Ouais, voilà. Je pense qu'il ne faut pas qu'on se limite. On peut pas, enfin, on pourrait faire une liste à la Prévert de tout ce qui existe comme ERP de type PA, mais d'une manière générale, dès l'instant que ça rentre dans les 3 heures et 20 km, il n'y a pas de difficulté particulière. La seule difficulté qui pourrait peut-être survenir, ce serait des regroupements qui seraient incontrôlés et incontrôlables dans ces ERP sans respect des distanciations ou avec des groupes à proximité sur la voie publique qui seraient supérieurs à 6. Voilà, ça peut poser une difficulté. Oui. D'accord. On a une autre question. Merci Eve. Merci messieurs. J'ai une autre question concernant donc, la reprise pour les fédérations de foot et de rugby. D'accord.
Donc, on prévoit l'entraînement des majeurs, mais sans plus d'informations. Est-ce que vous avez d'autres informations à nous communiquer là aujourd'hui? Alors, la question pour les adultes, c'est à peu près la même que pour les mineurs, c'est-à-dire un respect strict de la distanciation physique. On voit que le décret exclut les activités de sport collectif et de sport de combat. Néanmoins, les entraînements qui ne donnent pas lieu à la pratique de ces sports, à la pratique effective, enfin normale de ces sports, sont évidemment autorisés dans le respect des protocoles. Donc, il n'y a pas de difficulté pour que des majeurs fassent des entraînements au foot et se passer le ballon dès lors qu'ils sont à distance. Très bien. Nicolas, une question. Vas-y, Nicolas, tu t'écoutes. Au micro, Nicolas. C'est bon. Voilà, vous m'entendez? Oui. Oui, donc une question qui est revenue beaucoup sur les réseaux, particulièrement sur le réseau des piscines, c'est le taux d'encadrement. Pour l'instant, sur le décret, il est précisé qu'on ne pouvait dépasser donc 6 dans les activités des mineurs encadrés avec l'encadrant. Mais dans la rédaction du décret, il y a une lecture différente entre les collègues, à savoir, est-ce qu'on parle bien des PA et des X compris? C'est-à-dire que pour l'instant, à la lecture de certains, on pourrait donc du coup encadrer avec 6 mineurs à l'extérieur, parce que sur la définition du décret, il est marqué d'espace public. Est-ce que l'espace public englobe les deux ERP, X et PA? Non, alors là, pour répondre à votre question, et puis Sébastien complétera, la règle d'interdiction de rassemblement à plus de 6 personnes dans l'espace public s'applique aux majeurs et aux mineurs dans une pratique individuelle. Nous avons obtenu aujourd'hui du CIC une réponse concernant la pratique mineure encadrée sur l'espace public qui n'est pas limitée aux 20 km et aux 3 heures et qui n'est pas non plus limitée en termes de nombre de personnes rassemblées. Mais par contre, voilà, cette jauge de 6 s'applique effectivement aux adultes dans le cadre de leur sortie dans l'espace public. Concernant les ERP type X et type PA, cette règle ne s'applique pas. C'est au protocole de définir la jauge qui se fait finalement naturellement de par l'obligation de respecter une distanciation de 2 mètres entre chaque personne, entre chaque pratiquant au sein de l'ERP. Donc concrètement, dans les piscines, par exemple, des cours d'association mineurs encadrés ou les cours de natation mineurs encadrés, on peut se référer à nos FMI maximum et à nos espaces délimités qu'on a mis en place pendant le premier confinement, par exemple, 1 pour 4 mètres carrés ou ce genre de choses. Voilà, c'est exactement ça. C'est une disposition qui permet de respecter la distanciation sociale en ayant bien à l'esprit que la limite des groupes de 6 n'existe pas dans les ERP. Et dans aucun ERP, hein, pas plus dans les ERP sportifs que dans les autres. D'accord, merci. Oui, c'est vraiment sur la voie publique. Et l'espace public, ouais, pardon, de manière générale. Ouais, voie publique, espace public. Merci monsieur. Je pense qu'il n'y a plus d'autres questions sur le chat. N'hésitez pas. Non. Oui, alors je vais intervenir. Donc il est midi précise. Je vois que les dernières questions sur le chat, on a eu des réponses. S'il y a encore une ou deux questions, pour profiter et puis je les remercie encore de la présence des représentants du ministère qui ont pu se raccrocher rapidement et avec efficacité, comme toujours, à nos webinaires. Donc Sébastien Bornel et Pierre-Antoine Basserand. Donc merci à vous. Donc dernière question sur le chat, si vous en avez. Jean-Luc ou Patrick? Moi, j'ai rien de particulier dans l'immédiat. Voilà.
Les autres personnes, Carla, du côté de la Guyane, des questions? Même l'outre-mer est représenté. Carla, si tu as une question, tu ouvres ton micro. Oui, Carla. Oui, merci Alain. Non, je n'ai pas de questions particulières. En tout cas, je suis ravie une fois de plus d'assister à ce webinaire très riche en informations. Les choses ont été plutôt claires, hein. Moi, je m'étais juste posé une question sur les centres de formation au JO. C'était le point que j'attendais lors de ce webinaire également, puisque à titre d'information, la Guyane, notamment la ville de Remiremont-Joly, a été sélectionnée, la demande a été validée, donc le stade municipal Dr Edmar Lama a bien été éligible comme centre de formation aux Jeux de 2024. Donc, voilà. J'ai bien noté, la prochaine journée en présentiel, on la fera en Guyane. Merci Carla de ton invitation. Hein. Super, merci. Voilà. Ok. On espère très vite reprendre le chemin des terrains sportifs. Donc, je remercie. Alors, s'il y a des questions ou des demandes de précision ou des reformulations, hein, parce que par rapport à ce que viennent de dire les représentants du ministère, allons-y, parce que c'est vrai qu'on a besoin d'avoir des éléments clairs et précis pour éviter d'avoir des flottements sur le terrain. Là, il semblerait que d'après les éléments, on a suffisamment d'éléments précis, en sachant que, bien entendu, il y a un travail qui va être en cours jusqu'à la deuxième phase, donc du 15 décembre, où là, bien entendu, on aura certainement des nouveaux protocoles mis en place. Et on a encore quelques jours pour y travailler, mais le temps passe tellement vite qu'effectivement, autant se poser les questions avant pour être sûr d'avoir les bonnes réponses le jour où la phase 2 sera enclenchée. Voilà, donc moi, je vous remercie tous et toutes de votre disponibilité. Je vous donne, donc si Arnaud peut nous donner le timing suivant. Donc, merci à toute l'équipe d'Asporta. Je vous rappelle qu'on organise des webinaires donc, tous les premiers jeudis du mois. Donc, le prochain webinaire aura lieu le 7 janvier, donc avec déjà une programmation qui est mise en place. Donc la programmation que vous allez voir à l'écran, normalement, donc avec une intervention de M. Omeyer, voilà, donc le 7 janvier. Voilà, de toute façon, le programme vous sera diffusé, bien entendu, le replay aussi à toutes les personnes qui seront présentes. Merci donc à vous tous. Hein, si vous voulez vous connecter, un formulaire sera mis en ligne et ensuite la possibilité d'avoir accès donc, au replay qui vous sera transmis, bien entendu, dans les prochains jours, donc d'ici ce week-end certainement. Voilà, merci à vous tous et bonne continuation. Merci Arnaud.